Dans ce monde riche et incarné, où les oppositions se heurtent, une interrogation ressurgit fréquemment. Doit-on lutter pour quelque chose ou contre quelque chose? Donne-moi ton avis en commentaire et pense à t'abonner. En réalité, tout repose sur notre attitude intérieure. À première vue, le monde semble être un champ de divergence, le bien et le mal, la justice et l'injustice, la lumière et l'obscurité. Cependant, selon la perspective de l'esprit, les opposés sont souvent deux aspects d'une même réalité en transformation. Et c'est dans cette tension que nous évoluons. L'expression se battre évoque immédiatement la guerre, la souffrance et le conflit. Cependant, il y a aussi des luttes dignes: défendre la vérité, soutenir les démunis, lutter pour la liberté. Ainsi, le problème ne réside pas dans la lutte elle-même, mais dans l'énergie que nous y investissons. Est-ce la peur qui nous incite à passer à l'action, la fureur ou l'ego? Où sont la foi, l'amour et la lumière? Tout change avec la vibration du combat. Ce que l'on alimente énergétiquement, c'est ce qui se propage. Quand je lutte contre un individu, une notion, une maladie, une injustice, je lui communique ma propre énergie. Je me connecte à ça, je la rends tangible, forte et existante. Dans l'invisible, le lien se tisse à travers la lutte. Même si je déteste quelque chose, je la nourris dès le moment où je la combats avec intensité. C'est de cette manière que les conflits idéologiques peuvent se prolonger pendant plusieurs siècles. C'est pourquoi les grands maîtres évoquent l'idée de transcender plutôt que de s'opposer à. Lutter pour une cause paraît plus éclatant. Cependant, le piège de l'ego reste omniprésent. Suis-je en train de servir un idéal ou est-ce que je me valorise dans ce combat? Les individus éveillés ne se livrent pas à des combats, ils représentent, ils incarnent ce qu'ils aspirent à voir dans ce monde. Gandhi n'a pas combattu l'Empire britannique, il a représenté la paix, la résilience intérieure, le jeûne et la vérité. Question que l'on doit se poser forcément. Existe-t-il un vainqueur et un perdant? Peut-être sur le plan matériel. Cependant, en ce qui concerne l'âme, le conflit agit comme un révélateur. Il démasque, il dérange les zones obscures, il stimule la croissance. Même celui qui subit une défaite extérieure peut triompher intérieurement, celle de la dignité, du pardon et de l'élévation. Peut-on se forger à travers la résilience, me direz-vous? Certes, nos luttes renforcent notre force. La résilience est souvent le fruit des blessures, des injustices et des tempêtes, mais à une condition: ne pas se définir par la blessure. C'est lorsque l'on réalise que l'épreuve n'est pas une sanction, mais un processus d'initiation, que la résilience se transforme en éclairage. Le feu peut avoir un double effet: il purifie ou il consume. C'est à nous de décider quelle flamme intérieure nous guide et non celle qui détruit. Question liée à l'actualité. Faut-il soutenir un conflit ou s'en défaire? Sur le plan d'une communauté, d'un pays, d'un mouvement, voire même d'un couple, il arrive parfois que l'on ait l'impression qu'il faut persister et continuer à lutter. Mais prenons garde. Sommes-nous constamment guidés par l'âme ou simplement par l'émotion, la vengeance et l'ego, tel un roi assis sur son trône? Suivez mon regard. Parfois, la véritable force réside dans l'arrêt de la guerre. Il s'agit de bénir autrui plutôt que de le maudire. Il s'agit d'avoir le courage de partir, d'avoir le cœur à pardonner, d'avoir la force de reconstruire. L'ego, lui, aime la confrontation, il ressent sa propre existence, il se sent essentiel. Cependant, l'ego a souvent tendance à confondre défendre et assertion. Il pense que s'opposer lui confère une certaine force. Quant à l'âme, elle aspire à la paix.
Elle n'esquive pas les disputes, mais opte plutôt pour ne pas s'y attarder. Elle s'efforce de comprendre, de soigner et d'unir. Le conflit le plus silencieux se joue d'ailleurs souvent à l'intérieur de soi, entre mon être et ce que je pense devoir être, entre mes élans passionnés et mes craintes, entre ma lumière et mes blessures non refermées. Ce n'est pas toujours l'autre qui est l'adversaire, il peut parfois s'agir de soi-même. Tant que je n'ai pas atteint cette paix intérieure, j'exprime le conflit à l'extérieur. Dans les plans subtils, tout se réduit à des vibrations. Chaque mot, chaque idée, chaque intention porte une empreinte. Un affrontement mené avec animosité ternit notre éclat. Un choix fait dans la sérénité et l'amour, même s'il est déterminé, augmente notre vibration. Les guides, les êtres angéliques et les entités lumineuses perçoivent notre énergie davantage que nos paroles. Question subsidiaire. Lutter pour soi-même ou pour un groupe? Dans la nature, les fourmis et les abeilles œuvrent pour le bien-être collectif. Et pourtant, chacune conserve son unicité. Lorsque l'âme est en harmonie, il n'y a pas de division entre l'individuel et le collectif. Lutter pour soi commence par une connaissance de soi-même, une libération personnelle et une guérison intérieure. C'est à partir de ce point que l'on peut commencer à servir le monde, parce qu'un individu en paix devient naturellement un soutien pour la collectivité. Pour terminer, alors, faut-il lutter? C'est possible, mais pas de n'importe quelle façon, pas avec n'importe quelle énergie, pas contre n'importe quoi. La question essentielle est-ce que ce combat me fait progresser, me rend-il plus lumineux, plus vrai, plus libre? En réalité, le véritable combat spirituel ne se mène pas à l'extérieur. Il s'agit du passage de l'ombre vers la lumière, du néant vers la conscience. Et parfois, il n'est pas nécessaire de frapper plus fort pour gagner, mais en ouvrant davantage son cœur. À bientôt.